C'est donc la fin d'un très long épisode sans aucun suspense puisque Barnier a enfin annoncé son gouvernement. Ce qui fait que j'ai passé mon dimanche entier à vous analyser et vous faire cette vidéo sur le gouvernement Barnier. Voilà, un super dimanche. Et si ça vous convainc pas de financer le Canard Réfractaire, votre média indépendant, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Allez, aujourd'hui, dans ce vite fait, on va tirer 5 leçons de ce nouveau gouvernement. On va commencer par le plus symbolique dans ce nouveau gouvernement, c'est qu'il a été annoncé par Alexis Kohler, qui est le secrétaire d'État de l'Élysée depuis 2017, depuis le début de Macron. C'est lui qui a toujours fait ce lien précieux entre la volonté du macronisme et la machine d'État. Ça fait 7 ans que le type voit les ministres défiler, mais Kohler, lui, il reste, tout comme la politique du président. Et ce nouveau gouvernement ne devrait pas changer des anciens, notamment parce que Macron garde la main sur l'essentiel, l'économie. C'est Antoine Armand et Laurent Saint-Martin qui remplacent tous deux Bruno Le Maire au ministère de l'économie. Ces deux types qui doivent tout à Emmanuel Macron. Voilà, ils n'ont pas de parti, ils n'ont pas de charisme, ils n'ont rien, ils doivent tout à Macron, donc ils vont obéir à Emmanuel Macron. D'ailleurs, dans leur vie, ils ont toujours défendu la politique de l'offre, c'est-à-dire une politique où l'État est en faveur des grandes entreprises, et aussi ils sont contre la levée d'un nouvel impôt, notamment pour résoudre le problème du déficit public. Et ça, c'est un point important parce que Macron, il était contre la levée d'un nouvel impôt, alors que Barnier et même Bruno Le Maire étaient plutôt favorables à des taxes, notamment sur les énergéticiens. D'ailleurs, Macron, il veut tellement tout contrôler qu'il veut pas faire la même erreur qu'avec Le Maire. Avec Le Maire, il avait filé un énorme ministère avec plein d'enveloppes, énormément de budget qui gérait l'énergie, l'économie, le budget. Maintenant, il a séparé ça en plusieurs ministères, notamment ces deux-là, pour faire en sorte que il n'y a pas de super ministre qui arrive et qui prenne des décisions à sa place. D'ailleurs, il y a un autre fidèle macroniste qui doit tout à Macron qui s'appelle Marc Ferracci et qui est lui ministre délégué de l'industrie. Et on rappelle, parce qu'on n'oublie pas les informations qui sont passées la semaine dernière, tu as Macron qui a nommé un autre de ses fidèles séjourner à la Commission européenne où celui-ci a obtenu l'équivalent du ministère de l'Industrie mais pour l'Union européenne. Donc là, Macron il s'est vraiment débarrassé de Le Maire qui prenait parfois trop de place pour des ministres sous-fifre qui lui obéiront et qui continueront d'appliquer sa politique économique. Il faut vraiment comprendre que là, Macron reprend véritablement la main sur tout ce qui est économie dans l'appareil d'État. Ce qui fait que les bourges, les grands patrons, les banquiers, les propriétaires de presse, les industriels, bref, ceux qui ont le plus de pouvoir dans notre société vont donc continuer à être les privilégiés de ce nouveau gouvernement. Ce qui fait que pour Macron, le président des capitalistes et de leur intérêt, l'essentiel est sauvé. Sachant que Macron il est en train d'appliquer en France un modèle économique qu'on pourrait rapprocher à celui de Biden aux États-Unis, mais dont on parle très rarement dans les autres médias, même indépendants. On vous a donc préparé une vidéo sur l'industrie verte qui va vous expliquer pourquoi l'industrie est au cœur du projet d'Emmanuel Macron et pourquoi il a voulu à ce point garder la main dessus. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper, ça sort le début de la semaine prochaine et vous allez apprendre énormément de choses, on vous le promet. L'essentiel donc est sauvé pour les bourges puisque l'État va continuer à être à leur service, être une espèce d'autorité qui va permettre de renforcer leurs privilèges et leurs profits. Ce qui fait que d'un point de vue des bourges, que cet État soit raciste ou non, écolo ou non, pro-LGBT ou non, ils s'en fichent totalement. Je veux dire, tant que la politique économique est appliquée, le reste c'est juste un moyen de gagner les élections. Ou à l'occurrence de ne pas se faire censurer au Parlement. Et ça, évidemment, Emmanuel Macron l'a bien compris. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une vraie différence entre LR et Macron, notamment au niveau économique. Tu as les macronistes qui sont pour s'endetter à fond pour filer ça aux grandes entreprises avec plein de privilèges à la con pour qu'ils s'installent là-bas et lancer un nouveau cycle de production. Et les LR qui sont plus en mode il faut être comptable, il faut réduire le déficit, etc. Donc en prenant la main sur l'économie, c'est la ligne macroniste qui gagne. Mais par contre, Macron, il a laissé la main aux LR sur tous les autres ministères où les macronistes et les LR sont parfaitement d'accord. C'est le cas par exemple de Retailleau, tu vois, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur et c'est aussi le chef des LR au Sénat. Et c'est un gars qui est de la branche LR qui est vraiment très proche du Rassemblement national. Et ses premiers mots en tant que ministre de l'Intérieur, c'est « Les Français n'attendent qu'une chose des responsables publics, des résultats. Je suis là donc pour agir avec un seul mot d'ordre, rétablir l'ordre pour assurer la concorde. » Voilà, donc Retailleau, Castaner, Darmanin ou même Valls, c'est exactement le même discours avec la même politique. Voilà, c'est les mêmes. Je veux dire, ils sont produits en série, c'est toujours pareil. Donc c'est pour ça que Macron s'en fout de mettre un LR à l'intérieur parce que LR ou pas, de toute façon, ça va être la même chose. Mais Retailleau, il est aussi président
président du groupe LR au Sénat, qui est un gros groupe, ce qui va permettre à la Macronie d'avancer la fusion entre les deux partis politiques et de facilement faire passer des lois de l'Assemblée nationale jusqu'au Sénat. Et vu que Retailleau il a le même putain de discours que le Rassemblement national avec des véritables paroles racistes, eh ben ça va être compliqué pour le RN de censurer ce gouvernement qui a exactement le même discours qu'eux. Macron utilise donc les contradictions du RN pour essayer de faire en sorte qu'il ne vote pas la censure de ce gouvernement. En plus, Retailleau, il plaît à la mafia policière française, sachant que le taf quand même d'un ministre de l'Intérieur pour les bourges, eh ben, c'est de contrôler la milice policière pour matraquer tous les mouvements contestataires, étouffer les mouvements pacifiques et tenter d'empêcher toute révolte. C'est pour ça que l'Intérieur, c'est souvent un ministère très conservateur, parce qu'il doit conserver le rapport de force entre nous, le peuple, et la police pour maintenir en haut les élites politiques et économiques. Donc Retailleau, là, il fait le taf pour les bourges, et en plus de ça, il arrange Macron politiquement en paralysant le RN et en se mettant un peu plus dans les poches les LR, tout en satisfaisant la mafia policière. Voilà, donc c'est un bon coup pour Macron, là, il va faire le taf, le gars. Il y a un autre cas que je trouve fascinant, qui est un peu moins important, mais qui montre à quel point il y a une propagande de merde, quoi. Pardon, je suis vulgaire, mais je parle quand même d'Astrid Panassia Bouvet, voilà. Et elle, d'après Le Monde, elle a une fibre sociale, voilà. Il y a des journalistes qui ont dit qu'elle avait une fibre sociale. C'est fou, hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des macronistes normales, et ils font la politique des macronistes. Mais eux, ils n'ont pas la fibre sociale, tu vois. Alors que tu as des macronistes avec une fibre sociale, et eux, ils font une politique macroniste, évidemment, mais avec une fibre sociale. Voilà. Tu vois la différence? Moi, je la vois pas. Parce que la meuf, elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC, hein. Elle n'est pas pour le retour à la retraite à 62 ans, non. Mais quand même, d'après Le Monde, elle a une fibre sociale. Et quand on regarde son CV, c'est encore pire, hein. Astrid, elle a fait HEC, la grande école de commerce française. Elle est passée par Sciences Po et par Harvard. Elle a bossé pour un cabinet de conseil états-unien, tiens, avant de bosser pour AXA, le grand groupe d'assurance privée, et puis Groupama, encore de l'assurance, où elle devient responsable des participations stratégiques à la direction financière. Voilà. La fibre sociale, toujours. Avant de devenir directrice générale chez Unibail Radamco, qui est une immense entreprise immobilière française. Voilà, Astrid, c'est vraiment le prolétariat avec la fibre sociale, ça c'est sûr, c'est la caution de gauche du gouvernement. Le pire, c'est que cette immense bourge, elle est ministre du Travail, voilà. Sauf qu'on a appris évidemment que le ministère du Travail, ce sera le premier à subir les coupes budgétaires, donc à perdre du pognon. Voilà, donc même si Astrid, elle avait une fibre sociale, comme le dit Le Monde, eh ben en fait, elle n'aura tout simplement pas la thune pour appliquer quoi que ce soit d'autre que dégager les inspecteurs du travail et renforcer l'exploitation dans les entreprises. Après, vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres des ministres à la con comme ça. T'as par exemple cette meuf là qui est à l'éducation nationale et sa seule expérience que les journaleux ils arrivent à mettre dans son CV, c'est qu'elle a participé à la commission défense et diplomatie de l'Assemblée nationale. Voilà. Rien d'autre. Et ça n'a rien à voir donc avec l'éducation nationale. C'est quand même la 5e ministre de l'éducation nationale en 2 ans. Pas mal, hein? Et c'est pas mieux du côté du ministre de l'Enseignement supérieur, il s'agit de Patrick Hetzel, et qui a fait une proposition de loi, et je déconne pas, à l'Assemblée nationale sur l'entrisme idéologique et les dérives islamo-gauchistes dans l'enseignement supérieur. Voilà, donc si à un moment donné, tu as un nouveau mouvement étudiant contre le génocide à Gaza et potentiellement ce qui peut se passer au Liban, et ben cet enfoiré-là, il va largement participer pour matraquer tous les étudiants. En parlant de ça, tu as aussi Benjamin Haddad, qui est ministère de l'Europe et qui est lui un militant pro-État israélien et pro-génocide. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Ah oui, puis un dernier quand même, mon petit préféré, il vient du PS, il s'appelle Didier Migaud et il est devenu ministre de la Justice. Voilà. Mais avant d'être au ministère de la Justice, il était à la tête de la HATVP. Et c'est quoi la HATVP? C'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'autorité qui doit notamment s'assurer que les ministres en fonction ne souffrent pas de conflits d'intérêts. Du coup, c'est lui qui regarde les CV avant que les nominations soient officielles. Donc le gars qui est censé contrôler les ministres, devient ministre. Qui plus est, ministre de la Justice. Voilà. Au niveau conflit d'intérêts, là on est bien. Dans l'eau, tu as quand même des ministres qui sont importants, comme on a dit au début, mais en vrai, la plupart, c'est quand même des ministres dont on s'en fout en vrai, quoi. C'est des communicants technocrates qui changent de ministère tous les 6 mois et qui rechangeront de poste dans 6 mois. Le ministère, c'est là pour diriger l'administration d'État au service des mêmes intérêts, point barre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'inconnus dans ce gouvernement-là et aucun poids lourd, comme ils disent dans les médias, tout simplement parce que les carriéristes, eh ben, ils ont quitté le bateau, puisque le bateau il est en train de couler, tu vois. Les Le Maire et les Darmanin, ils sont partis. Il reste que des vieux fillonistes issus de la manif pour tous, du printemps républicain et des fidèles sans charisme à la Macronie qui sont là pour faire le sale travail. Le tout évidemment soutenu par Bolloré TV. Un tournant ultra conservateur avec un gouvernement à s'y méprendre quasiment déjà RN dans les idées et dans le discours. Et ça, c'est le moyen trouvé par Macron pour garder une majorité au Parlement et garder la main sur l'essentiel.
tu sais, sur le fait que Macron ne respecterait pas les élections, sauf qu'en vrai, il a respecté les élections. En vrai. Je veux dire, à l'Assemblée, tu as 3 blocs, et donc Macron, c'est un bloc, et il a choisi de s'allier avec LR et de compter sur le soutien du RN, voilà. Et ensemble, ils ont bien une majorité à l'Assemblée nationale. Le NFP, qui, on rappelle, est un bloc opportuniste qui va péter aux prochaines présidentielles, ce NFP-là, ils ont réuni que 200 députés. Donc tu peux pas gouverner un pays avec 200 députés quand en face de toi, tu en as 377 qui sont contre tes politiques. Donc Macron, il rejette pas les élections, il se sert juste de l'énorme score du Rassemblement national et de son propre parti pour appliquer la même politique, quoi, c'est tout. Sachant que le RN, c'est quand même au niveau électoral le premier parti de France, et donc là, on a bien un gouvernement qui tend vers le RN, qui tend vers le premier parti de France. En fait, la manipulation qui est très prévisible, qui était très prévisible, c'est le fait que Macron, il a utilisé le NFP en mode barrage républicain pour gagner assez de députés pour ensuite faire une alliance avec LR et RN. Le PS n'a pas totalement craqué et n'est pas viré totalement sur le macronisme pour l'instant, donc Macron est allé sur le RN pour gouverner, point barre. Sachant qu'il ne faut pas oublier que le NFP et surtout le PS, ils ont bien profité aussi de ce barrage républicain pour gagner des députés. Après, c'est quand même fort de voir que Macron, il a quand même préféré s'allier avec le RN plutôt que le NFP. Ça montre à quel point le programme de ces deux partis sont quasi similaires, quoi. Mais en vrai, c'est pas de savoir est-ce que Macron a respecté ou pas les élections, je sais pas quoi, il a profité d'une situation pour garder le pouvoir. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Et c'est Macron, évidemment, qui fait ça, Macron. Il faut se rappeler que quand même, en conclusion, Macron, c'est celui qui nous a défoncé pendant les Gilets jaunes. Sans oublier ces centaines d'autres scandales qui sont passés durant ces 7 dernières années. Donc évidemment, Macron nous manipule. Il joue avec les règles du Parlement pour se faire des petits arrangements pour garder le pouvoir en s'alliant avec les pires politiciens racistes. Évidemment, c'est Macron, quoi, les gars. Macron est là pour faire en sorte que l'État soit au service des capitalistes. À côté, les alliances et les discours, c'est juste de l'opportunisme pour garder le pouvoir, pour maintenir cette politique en place, tu vois. Alors pour nous, c'est peut-être des vies qui vont être brisées, on est d'accord, hein. Mais pour eux, c'est juste la question de prendre le vent au bon moment pour continuer d'avancer. Puis en plus, c'est pas comme si on croyait sérieusement que le NFP aurait pu gouverner, tu vois. Ils ont juste gagné des députés PS et François Hollande a été élu. Voilà, en gros. C'est pour ça qu'il ne faut pas être déçu ni surpris de comment ça va tourner les choses, quoi. Je veux dire, oui, on va continuer à en baver, ça c'est clair. Et en même temps, plus ils vont nous mettre dessus, plus nous, on aura des arguments, de la colère et de la force pour aller contre eux. Et vu qu'il n'y a plus d'élections, il est possible que cette impasse et cette colère finissent par exploser. Bref, c'est pas parce que les élections sont passées qu'il n'y a plus rien de politique à faire. Je dirais même peut-être au contraire, on n'est plus dans l'attente d'un truc qui va pas arriver, tu vois. Alors vous, après, je sais pas, mais nous, au Canard, on va continuer à faire le taf et à tenter des choses. On va évidemment continuer à Actu Réfractaire, on va multiplier les shorts sur toutes les plateformes, on va maintenir nos analyses internationales et nationales, et surtout, on va partir vous rencontrer partout en France dans une longue série de reportages. On va parler de nos luttes, de nos tafs, de nos villes et de nos vies pour qu'on se solidarise ensemble et qu'on envisage ensuite d'agir ensemble de façon beaucoup plus organisée. Et ça, c'est le taf qu'on a décidé de faire au Canard, et si tu veux nous aider pour ça, il y a un Tipeee en description. Aujourd'hui au Canard, on est plus d'une dizaine maintenant entre la recherche, l'écriture, le tournage, le montage, la com, la production et la logistique, et on est tous d'ailleurs au même salaire. Et on a besoin de vous pour continuer à nous développer. Voilà, on fait pas souvent des appels francs comme ça, mais là on a besoin de soutien. On est un peu l'un de vos outils militants, tu vois. On fera pas tout évidemment, mais avec nous, normalement, si tout se passe bien, tout sera plus facile et tout sera plus fort. Mais cet outil, on a besoin aussi de vous pour le construire. Pensez aussi à partager cette vidéo si elle vous semble pertinente. Sur ce, des bisous et à la prochaine.